Et bonjour tout le monde et bienvenue, c'est Angélique des Racines des Nôtres. Écoute de soi, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Pour cette nouvelle vidéo, on continue sur la psychogénéalogie, sur le développement personnel, tout ça. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler des peurs, des phobies. Ouais, les croyances qui nous limitent en permanence sur notre parcours. Je fais cette vidéo parce qu'une personne me l'a demandé. Et je trouve que c'est une bonne idée de partir un petit peu explorer ce truc-là. Donc c'est parti, les peurs ou les phobies, les amis. Donc, qu'est-ce qu'une peur? Alors une peur, qu'est-ce que c'est? Alors je vais parler ici essentiellement des peurs inconscientes. Je vais pas, on va pas développer ces peurs où par exemple on traverse la rue et il y a un camion qui arrive droit devant, donc il faut se pousser, on est bien d'accord. Je vais pas vous parler de ces peurs-là, mais je vais plutôt vous parler des peurs très inconscientes. Alors une peur, ça nous signale la présence d'un danger en règle générale, bien sûr. Comme je le disais tout à l'heure, hein, si vous traversez la route ou si vous êtes en voiture et qu'il y a un camion qui vous fonce dessus, c'est tout à fait légitime d'avoir peur. Le danger peut être à la fois réel, comme on peut se l'imaginer dans la vie de tous les jours, mais peut aussi être complètement imaginaire. La peur, en règle générale, nous protège. C'est un espèce de système d'autodéfense qui a vu le jour, bien évidemment. Premier homme, n'est-ce pas? On en revient toujours à lui. Premier homme qui, lui, bien évidemment, quand il se faisait attaquer, je pense, par des bêtes sauvages, hein, quand il voyait ses congénères se faire bouffer par des tigres à dents de sabre, je pense qu'il pouvait tout à fait être dans cette peur, ça peut tout à fait se comprendre. Donc la peur, oui, on m'envoie l'image de la peur aussi du tonnerre. On m'envoie cette image, donc peut-être aussi que oui, d'accord. Oui, c'est pour ça qu'on en vient aux croyances. À l'époque où les gens avaient peur des éléments, dans le sens où c'était les dieux qui se mettaient en colère, c'est ce qu'on est en train de me faire comprendre. Donc exactement. Donc c'est pour ça qu'on parle de peur imaginaire. Et sur ce coup-là, oui, je trouve que c'est un très bon exemple de se dire que avoir peur du tonnerre en disant que ce sont les dieux qui se mettent en colère, je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que c'est exactement ça. Donc la peur nous protège face à une menace qui peut être réelle ou non aussi. Euh, donc elle nous protège face à une menace. Et du coup, on va avoir un comportement face à une situation ou face à la menace qui est présente, bien sûr. Donc, on peut avoir différentes façons de réagir. Il y en a qui vont prendre la fuite, il y en a qui vont rester figés, il y en a qui vont attaquer, ou il y en a qui vont complètement se laisser submerger, se laisser aller. C'est aussi important de le voir comme ça. Donc la peur peut avoir différentes formes et visages. Tout ce qui est les peurs inconscientes, ça va plutôt être des peurs sur des croyances, de se dire d'avoir peur de l'avenir, d'avoir peur de mourir, d'avoir peur de ne pas avoir, d'avoir peur de manquer. Euh, si on est sur, par exemple, avoir peur des animaux sauvages, avoir peur des serpents, des araignées, qui ne sont pas des animaux sauvages en soi, hein, mais avoir peur du lion, par exemple, avoir peur de tomber, avoir peur de se faire mal quand on est enfant. On nous dit tout le temps, fais attention, tu vas te faire mal. Alors l'enfant, il est en train de s'amuser tranquille et direct, il y a l'adulte qui lui met déjà une épée de Damoclès sur la tête, fais attention, tu vas tomber. La peur d'être malade, la peur de ci, la peur de là. Donc elle peut prendre, il y a différentes stratégies pour y faire face. Donc fuir, bien évidemment, rester figé, attaquer, ou tomber en dépression aussi, se laisser aller, se laisser submerger, comme je disais tout à l'heure. Elle se matérialise par de l'anxiété, par de la frayeur, par de la crainte. Donc l'anxiété, ça va être l'angoisse, les problèmes digestifs, tout un tas de choses. Donc la peur, vraiment, quand elle survient, regardez quelle réaction vous pouvez avoir face à elle. Moi, je sais que quand j'ai peur de quelque chose, alors très souvent c'est inconscient, et en fait, je vais avoir le cœur qui va monter en pression, et je vais avoir mon plexus solaire qui va se fermer. Donc du coup, je vais manquer d'appétit et je vais être très triste. Donc la peur dans tous ses états, alors moi je vais parler ici des peurs très inconscientes, les peurs qui nous sont léguées de génération en génération, qui nous sont léguées par les expériences de la vie. Donc la peur d'être seul, la solitude, certains aiment être seuls, c'est bien aussi de se retrouver seul, moi j'aime être seule des fois, quand je suis en forêt par exemple, quand je médite, j'aime bien être toute seule.
Mais c'est surtout cette peur de se retrouver sans personne de à l'autre bout du fil, j'ai envie de dire. La peur de, alors cette solitude, la peur de sortir du clan, c'est ça aussi, ça date des premiers hommes. Quand l'un d'entre eux faisait une erreur ou n'avait pas le comportement qu'il fallait, il était exclu du clan et c'était une punition. Et c'est de là qu'en fait, ça voulait, en fait, ça envoyait l'information de puisque tu vas te retrouver seul, tu vas mourir. Donc, alors qu'en fait, la solitude ou d'être seul, c'est pour certains des fois un choix. Certains n'ont pas forcément le choix, mais il y en a, ils se complaisent dans ce truc-là. Et des fois, c'est pas mal de se retrouver seul. Mais la peur très inconsciente de la solitude, de se retrouver démuni et sans rien, c'est surtout là que vient la notion de solitude et d'être seul. La peur de perdre le contrôle aussi, la peur de vraiment de ne pas réussir à contrôler une situation. Alors dites-vous bien qu'à trop vouloir contrôler une situation, on bloque l'énergie, ce qui fait que la situation ne peut pas être enclenchée, vous ne trouverez pas la solution. Les gens, quand ils sont dans la peur de perdre de contrôle, ça veut dire qu'ils ont peur de l'inconnu. Donc des fois, ça peut être pas mal de se laisser surprendre par la vie et de lâcher prise sur une situation qu'on n'arrive pas à contrôler, une situation qui nous dépasse. Ben voilà, j'ai pas la solution, j'ai pas la solution, donc je laisse. Donc je laisse l'opportunité à de nouvelles perspectives de venir et de s'installer. C'est comme ça qu'il faut le voir. Le rejet, la trahison, la peur d'être rejeté, la peur d'être trahi. Alors ça peut être dû à des histoires qu'on a vécues par l'expérience. C'est aussi l'expérience de nos ancêtres. Voilà, les trahisons aussi sur le plan collectif, hein, les collabos par exemple pendant la guerre. Il y a des gens qui sont toujours restés sur ces croyances-là. Ne fais confiance à personne parce que tu seras toujours trahi. Il y a des choses comme ça aussi, des phrases qui peuvent revenir. Sortir donc de la zone de confort, hein, ça fait aussi de la perte de contrôle. Sortir de la zone de confort, c'est de faire le saut de l'ange, hein, c'est de sauter dans l'inconnu. C'est prendre des risques. C'est ne pas hésiter à dépenser de l'argent pour parier sur quelque chose dans le sens, pas sur parier sur un cheval ou PMU, c'est pas ça, mais parier sur, par exemple, ben voilà, je décide d'investir un peu sur moi, comme ça, ben en investissant sur moi, je sais que je vais investir sur l'avenir, et en fait, en faisant ça, je prends le risque que ça fonctionne en fait. Pas le risque de tout perdre, non, prendre le risque que ça fonctionne en fait. Parce qu'on a toujours tendance à se dévaloriser et à ne jamais se souhaiter le meilleur. C'est pour ça que beaucoup de gens n'arrivent pas sur leur chemin à concrétiser les choses parce qu'on a toujours ce truc d'être dur avec soi-même et de se dévaloriser en permanence. Donc sortir de sa zone de confort en faisant quelque chose d'autre, autre que l'on fait d'habitude dans une situation, des fois ça peut aider. La peur de faire mal, de mal faire plutôt, la peur de mal faire, la peur d'être dans l'échec, la peur de se tromper. Oh là là, moi j'ose pas faire ça parce que si jamais je me trompe, je vais en prendre une, par exemple. La peur de perdre l'autre dans le couple. Donc il y en a certains qui préfèrent plutôt couper la communication, se taire, parce que ben voilà, ben parce que c'est mieux comme ça, et parce que tu comprends, si jamais j'ouvre ma bouche, je vais encore me faire engueuler. Je préfère plutôt rien dire parce que je vais encore me faire juger. Je préfère encore rien dire parce qu'il va encore dire que j'ai tort. Voilà, ce genre de phrase, c'est dommage. Donc il y a des gens qui s'enferment dans leur vie de couple et au final se baissent la tête et se retrouvent dans des schémas de soumission parce qu'ils ont peur que ce qu'ils vont dire, la vérité intérieure qu'ils ont ou ce qui leur déplaît, va mettre l'autre en colère et l'autre va peut-être obligatoirement rentrer dans un schéma de menace, donc de soumission. Et donc la personne va peut-être avoir peur de dire les choses, de dire ce qu'elle pense, de peur de se faire engueuler, de peur de se faire menacer, de peur d'entendre des choses mauvaises, voilà. Peur de manquer d'amour, bien sûr, qui va avec, hein. Donc il y en a beaucoup de gens qui font autrement parce que tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur donne de l'amour, c'est le marchandage. Donc il y en a qui vont se saboter leurs propres besoins juste par une espèce de codépendance affective et c'est dommage. Peur de manquer de ressources, aussi bien de ressources épettes, ressources matérielles, ressources intellectuelles, ressources créatives. La peur de manquer de ressources, la peur de se retrouver sans rien, sans argent, sans voiture, la peur de manquer de ressources. Donc, ces peurs, le côté positif, parce que ça a quand même du positif, la peur. Parce que la peur, ça nous fait réagir. Parce que la peur, si elle se présente, c'est qu'elle veut nous montrer quelque chose. La peur, elle aide, c'est vrai, à faire face à un danger. C'est vrai. Si jamais elle nous alerte, si jamais, par exemple, on reçoit un courrier pour un engagement sur un contrat de quelque chose, ben on va s'écouter et on va se dire ah attention, tu risquerais peut-être, il y a quelque chose qui vous dérange, écoutez votre intuition peut-être. Et elle nous aide à faire face aussi, par exemple, ben voilà, tu devrais faire attention à ça parce qu'il risquerait de se passer ça.
Tu devrais plutôt mettre ton manteau parce qu'il risquerait de t'arriver quelque chose, tu risquerais de tomber malade. Tu devrais plutôt partir un petit peu plus tard parce que là, la pluie arrive, on ne sait jamais, la route peut être mauvaise, par exemple. Contrôler des gestes qui peuvent faire l'objet d'un accident très grave, voire pire. C'est-à-dire que, vous savez, ce réflexe, comme ça, hop, ça c'est un réflexe automatique qu'on a face à un danger. D'accord? Se coucher sur le sol, baisser sa tête au dernier moment, freiner avec sa voiture au dernier moment pour éviter un accident. Donc freiner des actions in extremis. Voilà, la peur permet de freiner des actions in extremis qui auraient pu être fatales pour certaines personnes. Donc elle n'a pas que des mauvais côtés, la peur aussi. Moi, je vois dans certaines situations, la peur, elle peut nous dire, ben voilà, tu as eu peur sur cette situation-là, ou tu as eu peur sur une menace qu'on aurait pu te faire. Ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose à aller vérifier, il y a quelque chose à aller explorer, quelque chose à aller voir. Ça peut être intéressant d'aller jeter un œil et d'être plus vigilant. La peur, elle a des effets sur le corps humain, oui, parce que c'est un radar, une antenne, notre corps. Donc elle nous parle, notre corps nous parle en permanence, cette antenne nous parle en permanence. Donc la peur, automatiquement, écoutez-vous quand ça vous arrive. Donc elle peut abaisser notre énergie de vie, donc se sentir fatigué, affecter notre circuit rénal. Donc le rein, en médecine chinoise, il est très relié à la peur. Donc prédispose à l'anxiété. Donc les personnes qui sont beaucoup dans la peur, ce sont des personnes très anxieuses. Donc les personnes très anxieuses sont des personnes qui ont peur du matin au soir. Et certains vont avoir, moi je sais que j'ai quelqu'un dans ma famille, quand cette personne a peur, elle a des ganglions qui lui surviennent. Donc la peur de perdre quelqu'un, la peur de louper une situation ou quelque chose. Alors mesdames, la ménopause, c'est un facteur des plus aggravants de la peur. Ça accélère un petit peu les effets. Donc les insomnies, la transpiration nocturne, les palpitations, la gorge et la bouche sèche. Moi je sais que quand j'ai peur, j'ai du mal à dormir. Je me réveille plusieurs fois la nuit. Je ne mange pas. J'ai pas d'appétit. Je cogite beaucoup, je réfléchis. Et donc le vélo il tourne et donc les pensées négatives sont là. Et donc, ça ne fait pas avancer les choses et j'ai du mal à y voir clair. Donc, le dysfonctionnement des reins et l'incontinence. Alors, il y a des personnes qui peuvent être constipées quand elles ont peur. Donc, on peut être ou dans la constipation ou, au contraire, dans le lâcher complètement. Et toutes les maladies qui sont liées aux reins. Voilà, donc des personnes qui vont avoir peur toute leur vie, soyez vigilants quand même parce qu'il ne faudrait pas avoir des problèmes de santé sur le long terme. Mais écoutez-vous parce que votre corps, il va vous indiquer tout un tas de choses sur la peur. D'accord? Regardez comment vous fonctionnez. Apprenez à vous connaître. Et là, on passe aux phobies. Donc, une phobie, qu'est-ce que c'est? Une phobie, c'est comme le petit bonhomme. Là, c'est une angoisse démesurée face à un danger. Donc, la phobie des araignées, la phobie des serpents, la phobie de l'air, la phobie de l'altitude, la phobie de l'eau. Mais en fait, la phobie, elle a besoin d'un support pour exister. Donc, en fait, avoir peur des souris, des araignées, avoir peur du vide, tout ce genre de peur, ce sont des peurs qui, à l'origine, c'était pas du tout ça. Il n'y a aucun lien direct, en fait, entre l'objet de la peur et le danger réel. Donc, quand une personne a peur des araignées, il y a une autre peur derrière, il y a autre chose. La phobie, elle a besoin d'un support pour exister. Donc, vraiment, c'est vraiment quelque chose... il faut pas vraiment Enfin, il faut y prêter attention pour savoir d'où ça vient, mais voilà. Il faut s'écouter, il faut partir explorer ce truc-là. Faut pas trop focaliser dessus non plus. Il y a différents états de phobie. Donc, je vous en ai mis plusieurs. L'acrophobie, la peur des grandes hauteurs. C'est vrai que... alors, ça peut révéler des choses. Donc, on est en train de m'envoyer un exemple. Sur la peur de l'altitude. Alors, je sais pas si je l'ai marqué. Non. La peur des grandes hauteurs. Je sais pas si c'est la même chose. Je connais quelqu'un, quand il est en altitude, il n'avance pas. Il n'avance plus. Donc, c'est très symbolique, en fait. Donc à chaque fois quand on monte en altitude avec cette personne, ben voilà, elle arrivée à un certain palier, un certain mètre, 2008 par exemple, ou 3000 mètres, la personne s'arrête et automatiquement perd ses repères et perd ses moyens. Et les phrases sont toujours les mêmes. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, je vais me perdre, je pourrai jamais redescendre. Et c'est très souvent les mêmes phrases en fait. Donc c'est très symbolique parce que ça en dit long sur la personne, ça en dit long aussi sur la personne, comment elle fonctionne en règle générale en fait. Parce que de dire je vais pas y arriver, ça veut dire quoi? Je vais pas y arriver dans la vie en général, je vais pas arriver à atteindre mes objectifs en général, vous voyez ce que je veux dire? Donc
regardez une personne qui est avec vous, qui a une phobie, comment elle réagit, et si elle a toujours les mêmes phrases ou toujours le même comportement. Ça peut donner des indications sur l'origine de ce truc-là. Donc l'agoraphobie, la peur des endroits pleins de monde. L'aquaphobie, la peur de l'eau. Donc une personne un jour m'a dit, moi de toute façon je peux pas, j'ai jamais appris à nager parce que j'ai vu une personne dans ma famille qui est décédée par l'eau. Et donc j'étais là, j'étais présente. Donc du coup, moi aujourd'hui je peux plus m'approcher de l'eau. Donc là on a trouvé l'origine, on connaît l'origine à ce moment-là. Donc là c'est ok. On a donc la peur des araignées, l'arachnophobie, l'aviaphobie, la peur de voler en avion. Donc ça c'est pareil, la peur de voler en avion, ça peut aussi rejoindre un petit peu ce côté être enfermé dans un endroit. Euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut explorer quand même. La coulrophobie, la peur des clowns. Moi je sais que mon frère quand il était petit il avait une peur bleue des clowns, même aujourd'hui il n'est pas fan. La didérodromophobie, la peur des trains. Alors, les peurs des trains, alors je sais qu'une fois j'avais lu un article sur une jeune femme qui avait la peur des trains, mais alors c'était quelque chose de viscéral, c'était horrible pour elle. Et en explorant ses vies, alors si c'était son transgénérationnel, c'était pas sa vie antérieure, c'était son transgénérationnel. Et le thérapeute s'était rendu compte qu'elle avait une arrière-grand-mère, ou je sais plus à combien de générations, je crois que c'était une arrière-grand-mère, qui avait voyagé dans un wagon bestiaux pendant la Seconde Guerre mondiale pour aller dans un camp de concentration, couloir de la mort. Donc automatiquement, la personne savait qu'elle allait, enfin en tout cas qu'elle allait aller dans un endroit où ça allait pas être rose. Et la peur de mourir. Donc un petit peu, elle avait envoyé l'information, si je prends ce wagon bestiaux, c'est pour aller mourir. Et donc en fait, la jeune femme, elle pouvait pas prendre ce train. Donc cette personne qui en fait était à 2-3 générations plus loin, ne pouvait pas prendre le train. Elle avait la peur de mourir dans le train parce que euh, son arrière-grand-mère avait déjà vécu une mauvaise expérience avec ça et savait traverser les âges. Donc, vous voyez, ça peut venir. D'où l'importance d'explorer, hein, d'où l'importance d'explorer la famille pour comprendre ces trucs-là. L'acuophobie, la peur de l'obscurité, là c'est pareil. La peur de l'obscurité, ça peut être un enfant qui aurait pu rester enfermé par punition plusieurs fois dans une pièce et qu'on lui fasse peur dans le noir ou des choses comme ça. Ça peut expliquer. Alors, les phobies, les effets sur le corps. Alors, des crises d'angoisse, hein, bien sûr. Hein, on a le souffle coupé, la sensation d'étouffer, ne pas arriver à respirer, des frissons, des sueurs, des bouffées de chaleur. Certains font des malaises, donc des nausées, des douleurs abdominales. Enfin, là, il y a des effets beaucoup plus importants qu'une simple peur. Hein. Donc là, vous pouvez y aller. Les phobies, elles ont chacune. Alors, je pense que c'est pareil. Je pense que ça peut quand même nous donner des indications. Je pense qu'une personne qui est dans une pièce toute noire et qui n'arrive plus à respirer, on peut peut-être partir du principe que dans la famille, il y a peut-être une personne qui a été enfermée dans une pièce ou dans une boîte, peut-être sensation d'étouffer, ou une personne qui, voilà. Doit y avoir forcément une raison. Il faut surtout être vigilant sur la situation en elle-même. Voilà. Je pense il faut aller observer. Il faut aller observer un petit peu la personne, comment elle le vit, et prendre en compte le contexte dans lequel la phobie arrive. Je pense. Moi, c'est comme ça que je fonctionnerai pour comprendre. Alors, à l'origine de nos peurs, les amis, alors les premiers qui nous filent nos peurs, c'est papa et maman. Hein. C'est eux qui nous apprennent à avoir peur quand on est petit, parce qu'ils nous aiment. Bien sûr. Attention, tu vas te faire mal. Fais pas ci, fais pas ça, tu vas tomber, tu vas te faire mal, il va t'arriver quelque chose. Moi, je vois ma mère, elle doit dire j'ai peur au moins 50 fois par jour. Et mon petit garçon, il lui dit tout le temps, mamie, je sais que t'as peur, t'as peur, t'as peur. C'est beaucoup de peurs inconscientes. Certaines peurs, souvent inconscientes, sont transmises, les amis, de génération en génération. Très inconscientes, la peur notamment, je pense à la réussite, au travail, à l'argent, la légitimité, de donner, de recevoir surtout, de se dire qu'on y a le droit. Est-ce que j'ai le droit d'être heureux? Est-ce que j'ai le droit d'avoir une vie de couple normale? Est-ce que j'ai le droit de gagner bien ma vie au travail? Est-ce que j'ai le droit d'être heureux au boulot? Voilà. Est-ce que j'y ai droit? Je pense que c'est une des grandes peurs. Témoins ou victimes d'un choc et d'un trauma, hein, les personnes qui vivent des attentats, des choses comme ça, bah alors là, les peurs, il y en a partout. Les peurs collectives qui ont traversé les âges, comme la peur des animaux sauvages, par exemple, la peur des sorcières, la peur que le ciel nous tombe sur la tête, la peur de l'orage, la peur des tempêtes, la peur de tout un tas de choses. Les résultats des expériences de nos ancêtres et de nous-mêmes. Et oui, nous aussi, hein, on a nos propres expériences. Et donc, bien évidemment, on va avoir nos propres peurs, bien sûr, nos propres phobies qui vont être là et qui vont nous accompagner. Donc, nos expériences, voilà,
expériences si une personne a eu un accident, la peur de la route, des choses comme ça. Les croyances inconscientes et les idées reçues, d'accord? De dire que, par exemple, je sais pas moi, des idées reçues, il y en a plein, hein, sur tout un tas de sujets, sur tout un tas de choses. Que d'avoir un garçon en premier, c'est vachement mieux qu'une fille. Ou que d'avoir des enfants, c'est automatiquement signe de souffrance et de perte financière, par exemple. Par exemple. Ok. Donc, comment on se détache de ces peurs, les amis? Eh oui, parce que quand même, ça peut être pas mal de savoir comment est-ce que je fais pour me détacher de ça, en fait. Comment est-ce que je peux faire pour me détacher de ça? Alors déjà, les identifier, ce sera déjà pas mal. Les identifier, les identifier, ça sera déjà une bonne partie du boulot. Donc, vous pouvez faire éventuellement un listing. Faites un listing de toutes vos peurs. Vous posez en conscience, prenez un stylo, une feuille, vous êtes au calme, vous allumez une bougie, vous êtes peinard, vous êtes bien avec vous-même. Et là, vous faites une listing de vos peurs. Quelles sont mes peurs? Vous écrivez sur la feuille, quelles sont mes peurs? Et là, vous listez vos peurs. La peur de mourir, la peur de l'argent, la peur de perdre de l'argent, la peur de perdre ma maison, la peur de perdre mon travail. Notez. Ensuite, n'oubliez pas de respecter votre propre rythme. Il faut faire preuve de patience dans toute démarche de libération et de développement personnel. Vraiment, faites preuve de patience parce qu'on a un rythme à respecter. Notre conscient, il a un rythme à respecter aussi. Et votre inconscient, s'il vous envoie une information, s'il vous envoie face à une situation, surtout si elle est répétée, ça veut dire que vous êtes prêt à la nettoyer. Donc, faites preuve de bienveillance envers vous-même pour vous donner toutes les chances d'incorporer une autre vision de ces peurs-là. D'accord? Quand, par exemple, on se rend compte qu'on a la peur de perdre de l'argent, qu'on a la peur de perdre sa maison, on va se dire, mais putain, mais quand même, mais d'où ça sort ce truc-là, quoi? Donc là, on va explorer, on se rend compte peut-être un souvenir d'enfance qui va être là. Je sais pas, moi, peut-être un souvenir d'enfance, les huissiers de justice à la maison parce que papa, maman, ils n'avaient pas payé les factures. Donc ça veut dire obligatoirement que la vie, c'est dur. Ce genre de choses, vous voyez. Faire le listing, c'est bien, et d'aller trouver l'origine, de se dire, mais d'où ça vient? Demandez autour de vous. Utilisez un procédé de libération thérapeutique. Alors pour ça, vous faites accompagner par une personne de confiance. Si vous n'avez pas la possibilité de faire les choses par vous-même, accompagnez-vous d'un thérapeute. Vous lui dites, ben voilà, je pense que j'ai des peurs, j'aimerais les identifier, j'aimerais comprendre, j'aimerais avoir votre regard, parce que le thérapeute, il va avoir un autre regard que vous. Le thérapeute, il va vous dire ce que vous voulez pas forcément entendre, et puis aussi les peurs que vous n'avez pas forcément envie de voir. Ok? Donc mettre en place des protocoles. Alors l'écriture, c'est bien. C'est pas mal l'écriture, mais n'oubliez pas de conscientiser. Tant que c'est pas conscientisé, tant que les peurs, vous les avez pas vues, tant que les peurs, vous n'avez pas dit, ouais, ok, là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord, j'ai une peur sur ça. Ok. Ouais, là, je suis d'accord. Et donc, ça vient de là. Ok. Tant que vous les avez pas conscientisés, vous n'avez pas fait 50% du boulot. Donc, utilisez l'écriture avec des actes de déprogrammation. Alors, vous pouvez utiliser Ho'oponopono, c'est pas mal aussi. Et vous pouvez faire de l'hypnose, lire des textes d'auto-hypnose plusieurs fois, faire du soin énergétique pour nettoyer aussi les croyances limitantes et nettoyer l'énergétique. Voilà. Mais ça va être à vous de faire le taf et non pas à l'extérieur, si vous voulez. C'est pour ça que la prise de conscience, c'est très très important. Il faut vraiment, si moi je viens vous voir et que je vous dis, bah ouais, vos peurs c'est ça, vous allez me regarder. Si vous ne l'avez pas senti dans vos tripes, c'est pas la peine. Mettre en place dans sa vie de tous les jours de nouveaux conditionnements positifs. Alors, on acte dans la matière chaque jour ce que l'on souhaite retrouver ou accomplir, et on prend le temps d'incorporer les nouveaux concepts. Alors en fait, si vous voulez, incorporer un nouveau schéma, ça prend du temps, parce qu'il y a une mise à jour du cerveau. Et puis voilà, c'est comme quand on arrête la clope, je pense. Ça, c'est pareil, c'est encore différent. Quand on arrête la clope, je pense qu'il faut déjà comprendre pourquoi on a commencé. Mais si par exemple vous avez des mauvaises habitudes, vous mangez du saucisson tout le temps, ça c'est un peu mon cas. Et bien voilà, on fait autrement. On fait autrement, on change ses habitudes, on acte par une action positive. Qui dit action négative, on acte par une action positive. D'accord? Mais vraiment, on le fait, il faut vraiment le ressentir. Si on le fait par schéma d'habitude, parce que le thérapeute a dit que c'était comme ça que ça marche, ça ne fonctionnera pas. Il faut le ressentir. Il faut vraiment le vouloir et le ressentir dans les tripes. Si vous n'êtes pas prêt, moi je sais que personnellement, si je vois que je dois faire quelque chose et que je le fais par schéma d'habitude, ou si je le fais parce qu'il faut le faire, je ne le fais pas. Ça ne sert à rien. Parce qu'il n'y aura pas d'impact. Mais par contre, si je le fais parce que je le sens dans mes tripes et parce que c'est légitime, ah oui, puis là je vais voir la différence. Donc après, je sais que personnellement, j'utilise beaucoup la méditation. J'utilise beaucoup la méditation pour me mettre en accord avec ma guidance. Donc, j'ai la capacité peut-être aussi d'avoir cette facilité d'être connectée à mon intuition et à ressentir peut-être un petit peu plus les choses et être plus vigilante à mon environnement. Mais voilà, j'écris beaucoup et je suis à l'écoute. Et donc, du coup, par la méditation, des fois, je vais arriver à défaire des choses. Il y a des choses, je ne vais pas y arriver de suite, ou alors je vais être obligée de demander à quelqu'un d'autre de m'aider.
Mais les 3 quarts du temps, ça prend du temps à détacher, mais je détache et surtout, faites preuve de bienveillance envers vous-même. On a toujours tendance à être malveillant envers soi, être dur avec soi-même en se disant tu n'y as pas droit. Mais voilà, il faut vraiment être dans un état de très grande bienveillance et de patience envers soi-même. Et vraiment, imaginez ce petit enfant intérieur à l'intérieur de vous, là, qui a vraiment besoin qu'on prenne soin de lui et voilà, qu'on soit là pour lui. Donc, se détacher de ses peurs, c'est des conditionnements quand même qui sont longs à défaire. Donc, les identifier, déjà les regarder, faire la paix avec ça, pardonner aux personnes qui nous les ont données, les rendre à ses ancêtres et vraiment s'installer de nouveaux schémas de fonctionnement, c'est du taf quand même. C'est du taf, mais avec la volonté, beaucoup d'amour, vous y arriverez sans problème. Voilà les amis. Eh bien écoutez, quoi dire de plus que je vous remercie pour cette vidéo. Pour ceux et celles qui souhaitent en savoir un petit peu plus ou qui souhaitent échanger avec moi, me rencontrer, soinsducorps@gmail.com. Racontez-moi votre histoire, vos peurs, vos phobies. Dites-moi un petit peu où est-ce que vous en êtes dans tout ça. Échangeons nos parcours, j'ai envie de dire. angéliqueferra.com, c'est mon site internet. Il y a une grosse mise à jour qui doit être faite. C'est prévu, mais c'est pas encore pour le moment. Instagram, Angélique Ferreira 46 et des Racines des Nôtres à l'écoute de soi, c'est la chaîne YouTube. Je vous remercie les amis, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!